alors, on va parler Smart Territories. L'idée, c'est de savoir comment connecter toutes les composantes économiques, culturelles et sociales d'un territoire, comment on peut aussi faire vivre le patrimoine grâce à la robot numérique. Alors, on devait retrouver Robin Rivaton, qui malheureusement s'est excusé, qui ne sera pas avec nous, mais on a tous nos autres témoins qui sont là. On va vous retrouver dans un instant Isam Charaour, vous êtes directeur de recherche à Polytech Lille. On vous connaît déjà, en tout cas moi je vous connais. El Mustafa Mouadid, vous êtes chercheur et directeur du laboratoire MIS et vous planchez notamment sur le patrimoine. On a aussi nos amis d'Orange qui sont là en la personne de Patrice Slupowski, j'ai bien prononcé, c'est bon, qui va nous parler des objets connectés. On va avoir un petit échange tous les deux sur comment les objets connectés commencent à changer nos vies et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir arriver dans les prochaines années. Et puis on a Faisal Ouhou, que je connais bien aussi. Alors Faisal, vous allez nous parler de ce qu'on appelle la Silver Economy, c'est ça? Comment les objets connectés changent la vie des seniors, entre autres? Avec plaisir. Et on va commencer par vous. Tout de suite, Isam, je crois que vous êtes venu avec une présentation. Normalement, vous avez du son, ou alors je vous donne mon micro. Mais non, il doit fonctionner celui-là. Hop, on va l'allumer. Et ça marche. Ça marche, ok. Bon, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être ici, à Saint-Quentin, pour parler d'un sujet qui est assez important, c'est les questions de patrimoine urbain. Ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'on entend par patrimoine urbain, tout d'abord. C'est quoi les difficultés qui s'opposent avec le patrimoine, et voir aujourd'hui, et grâce aux nouvelles technologies, l'Internet des objets, comment on peut améliorer leur gestion. Donc, quand on parle du patrimoine urbain, il y a tout d'abord les bâtiments qu'on voit ici. Si je prends l'exemple de la France, on est à peu près à 32 millions d'unités. Ça donne un peu l'ampleur des bâtiments. Ensuite, on va parler des infrastructures. Les infrastructures qu'on voit, ce qu'on utilise pour le transport, mais on a beaucoup d'infrastructures qu'on ne voit pas. Les infrastructures qui sont enterrées. Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'énergie. Donc ça aussi, quelque chose qui est assez important. On voit une photo ici. Les questions qui se posent, que ces infrastructures, le patrimoine urbain, est quelque chose qui est vivant. En fait, on peut faire une analogie entre la ville et le patrimoine urbain avec le corps humain. On sait bien qu'un bon fonctionnement de la ville dépend beaucoup de ses réseaux, les réseaux d'eau, d'énergie, de télécom. Comme pour le corps humain aussi, ça dépend beaucoup des artères, du système nerveux et également de comment ça fonctionne. Donc, le fait que c'est un système, disons, vivant, il peut vieillir. Et ça dépend surtout de l'entretien qu'on va faire, etc. Donc, on a une analogie qui est tout à fait complète entre les deux. Pour vous donner un petit exemple de l'ampleur de ce patrimoine, si je prends les réseaux électriques, EDF avec nous ici, en fait, les réseaux, que ce soit basse tension, haute tension, on est à peu près à 1 300 000 km en France. C'est à peu près 32 fois le périmètre de la Terre. L'eau, on a quelque chose qui est équivalent, et les bâtiments, j'ai évoqué. Donc, quand on parle de patrimoine, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est grandiose. Et là, on ne parle que des réseaux, après, il y a bien sûr les centrales de production, de traitement, etc. Quels sont les problèmes qui se posent avec le patrimoine? Si je prends au niveau des pays développés, dans l'ensemble, on a un très bon équipement qui a démarré il y a déjà 30, 40, 50 ans. La question qui se pose, comme je l'ai évoqué, ce patrimoine vieillit et aujourd'hui, on se retrouve avec une infrastructure qui est assez vieillissante parce qu'elle a 40, 50 ans et surtout, elle a été construite à un moment donné où on n'avait pas beaucoup d'exigences au niveau de l'environnement où parfois les villes ont beaucoup grandi. Je prends un exemple comme Jakarta. Le réseau d'eau a été conçu pour 1 million d'habitants. Et aujourd'hui, on a 15 millions d'habitants. Donc, on peut avoir des problèmes de ce type-là. Et aussi, on a un très gros problème dans le management. Aujourd'hui, on fonctionne plutôt en silo. On a un service pour l'eau potable, un service pour l'assainissement, pour l'électricité, etc. Alors qu'on sait bien que ce patrimoine, il est fortement en interaction. Et pour vous donner un exemple, il y a eu un diagnostic de patrimoine aux États-Unis, il y a 2 ans, avec une note entre A et E, mais pour l'ensemble des infrastructures, eau, énergie, etc. Et quand on regarde un peu la note globale
aux États-Unis des infrastructures, elle est de D+. Ça veut dire qu'on se trouve aux États-Unis avec une infrastructure qui est très dégradée, qui n'arrive pas ou qui ne répond pas aujourd'hui aux exigences d'aujourd'hui. Et il y a une estimation des investissements qu'il faudra faire. Elle est estimée à 3,6 trillions de dollars. Donc ça vous donne un peu l'enjeu de ce qui se passe aux États-Unis. Les conséquences qu'on a, enfin les conséquences qu'on vit au quotidien, bien sûr les bouchons, pratiquement dans toutes les grandes villes, mais des problèmes de pollution. L'exemple ici est en Chine, mais on a aussi des exemples en France. Bien sûr, les problèmes d'inondation, qui sont de plus en plus fréquents, et de temps en temps, des problèmes de panne généralisée d'électricité. Ça, c'est l'exemple qu'on a eu aux États-Unis. 50 millions d'habitants qui étaient concernés. Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures n'arrivent pas à suffire au niveau de la demande, ou bien la demande ou la consommation, elle a beaucoup changé. Quand on va dans le pays en voie de développement, là, c'est un manque d'infrastructures assez important. On voit pas de certains pays le transport. Dans le monde, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'accès à l'électricité. La même chose pour l'eau potable. Et pour l'assainissement, c'est encore pire. On est à 2,4 milliards de personnes qui n'ont pas accès au service d'assainissement. Donc la question qui se pose aujourd'hui, disons pour les villes, c'est comment transformer la ville, ce que j'appelle pour la ville du futur, quelque chose qui répond vraiment aux besoins, aux exigences d'aujourd'hui. Et on a quelque chose qui est déterminant. Tout d'abord la démographie, parce qu'on a de plus en plus du monde, surtout dans le pays où on voit de développement. On va passer de 7 à 10 milliards dans une trentaine d'années, et les 3 milliards, c'est essentiellement dans le pays où on voit de développement. Mais aussi l'exigence de l'environnement, et également une question qui se pose, que c'est des infrastructures qui coûtent très très cher, comment financer ces infrastructures. Et l'une des questions que se pose, est-ce qu'aujourd'hui, l'innovation, qu'il soit technologique avec le numérique ou social, parce qu'elle va jouer un rôle très important, est-ce qu'elles peuvent nous aider à faire face à cette adaptation? Je vais vous donner un exemple assez simple pour comprendre un peu la transformation qu'on a. Je vais prendre l'exemple de l'énergie. Si je prends l'énergie, il y a un lieu où on va produire, on va faire de la transformation, on va faire du stockage, éventuellement de transport jusqu'au consommateur. On a quelque chose qui est complètement linéaire. On peut bien sûr améliorer à chaque phase, mais aujourd'hui, on se trouve dans un système qui est complètement différent. Le système aujourd'hui, il se présente sous cette forme-là. Ce qui est en bleu, c'est là où je vais consommer. Ce qui est en rouge, c'est là où je vais produire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des lieux où on peut produire de l'énergie. L'énergie renouvelable, la cogénération. On n'est plus uniquement dans le concept où on a des centrales et on va produire dans de seuls endroits. Et on a également la possibilité de stocker de l'énergie. Donc on voit bien qu'on change complètement de configuration. Et la question qui se pose aujourd'hui, pour un consommateur, il devrait avoir accès à l'ensemble du marché pour voir qu'est-ce qu'il va consommer à un moment donné. Est-ce qu'il va consommer à partir de centrales? Est-ce qu'il va consommer à partir de l'énergie renouvelable? Est-ce qu'il va faire de la cogénération, etc. Donc on voit bien que la question aujourd'hui se pose de manière beaucoup plus large que ce qu'on posait avant. Et la même chose pour celui qui produit de l'énergie aujourd'hui, il peut aussi regarder aussi sur l'ensemble de la demande et décider aussi comment il peut faire aussi pour définir l'énergie. Et on voit bien qu'on arrive aujourd'hui dans un système qui est vraiment global, où on doit mettre en place, en adéquation, une demande et une offre pour arriver à faire quelque chose qui minimise au maximum les coûts de production, de transformation, etc. Donc on se trouve plutôt dans un système comme celui-là. Et si on veut réussir à faire ça, on a besoin d'un réseau intelligent, un réseau qui permet de connecter l'ensemble des acteurs à travers les échanges de données, qui permet d'analyser, comprendre un peu ce qui se passe en termes de production, en termes de la demande, qui permet aussi de prendre des décisions, parce qu'en électricité, l'électricité, ça va très très vite. On ne peut plus jouer à la main, donc on a besoin aussi de prendre des décisions assez rapidement et pouvoir agir. Donc on a besoin aujourd'hui, si on veut aller vers les nouveaux systèmes, les systèmes modernes d'énergie, on a besoin de ce système-là. Bon, heureusement qu'on a la technologie numérique qui va nous aider. La technologie numérique a commencé il y a déjà un petit moment avec l'Internet. Vous pouvez se connecter à des serveurs, mais les réseaux sociaux, ils ont permis de se connecter ou de connecter les hommes à très grande échelle. On parle des milliards de personnes. Et le téléphone portable qui, aujourd'hui, nous permet de nous connecter de partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut se connecter de partout à très grande échelle. Mais il y a aussi l'Internet des objets. Aujourd'hui, tout objet peut être équipé. À ce moment-là, il peut être identifié.
géolocalisé. En plus, si on l'équipe un peu, on peut éventuellement mesurer, stocker, communiquer, on peut agir aussi. Et le coût de ces objets aujourd'hui n'est pas très très cher, ça se développe énormément. On parle de plusieurs milliards, 50 milliards d'objets dans 4-5 ans. Donc, on est dans un monde aujourd'hui où potentiellement les hommes sont connectés, les objets sont connectés et les hommes et les objets sont complètement connectés. Maintenant, si on prend cette technologie et on revient sur les réseaux urbains qu'on ne voit pas, les réseaux d'eau, d'énergie, etc. On va placer l'Internet des objets là où on a besoin pour mesurer un flux, une tension, une fréquence, une pression. Et également, la possibilité de se connecter aussi avec les usagers à travers le téléphone. On voit bien qu'en temps réel, on a la possibilité de suivre tout ce qui se passe au niveau des réseaux et également au niveau des usagers. On a la possibilité de stocker les données pour pouvoir après les analyser, comprendre ce qui se passe. Et quand on comprend mieux ce qui se passe, qu'on voit ce qui se passe dans le sous-sol, on peut forcément améliorer les choses, que ce soit en termes de sécurité ou éventuellement en termes de performance. Ça, c'est ce concept-là sur lequel on tend aujourd'hui. La question qui se pose, est-ce qu'on a un retour d'expérience dans ce domaine? Est-ce qu'on parle de ce concept depuis déjà un certain nombre d'années? Et je vais vous parler d'un projet qu'on mène dans la région, près de Lille, où il y a déjà un peu de retour d'expérience. Donc, on a monté un projet en partenariat avec beaucoup de partenaires. Vous voyez un peu les partenaires. Il y a des opérateurs d'eau, d'énergie, mais également de logement, avec des collectivités, avec des opérateurs, partenaires internationaux, des start-up, des centres d'innovation, des labos de recherche, et également, on a monté de la formation. Donc, ce projet-là qu'on a lancé il y a 5 ans, on se met déjà dans un écosystème de ce type-là. Et ce qu'on voulait, quand on avait démarré le projet, on disait comme quoi ce concept nous intéresse beaucoup. Si on va tout de suite l'appliquer sur une très grande ville, c'est pas évident, c'est très compliqué. Donc, ce qu'on souhaitait, c'est apprendre comment cette technologie marche. On a dit que ça serait bien de passer par une expérimentation à très grande échelle. Un territoire, l'équivalent d'une petite ville, d'un quartier. Sur ce territoire, on va apprendre comment fonctionne cette technologie. Et ensuite, quand on va apprendre, on va développer, on va revenir sur la ville. Aujourd'hui, on va voir qu'on a appris pas mal de choses et on est en train de revenir au niveau de la ville. Donc voilà un peu le démonstrateur. En fait, il s'agit d'une petite ville, c'est le campus de l'Université de Lille. On a 25 000 usagers, 140 bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'ensemble des réseaux urbains, 100 km de réseaux. On a un réseau d'eau potable, de l'assainissement, du chauffage, de l'électricité et de l'éclairage public. Et notre rêve, qu'on avait commencé ce projet, dire on va instrumenter l'ensemble de ces réseaux pour essayer de voir comment ils fonctionnent et surtout étudier aussi les interactions entre ces réseaux. Eh bien, ce qu'on avait fait, donc dans un premier temps, avec beaucoup de chercheurs, on a collecté toutes les données sur les 100 km. On les a mis dans une base de données qui nous permet aujourd'hui d'accéder à l'ensemble des données, faire du graphique et croiser les données. On a instrumenté, on a mis des capteurs, on va voir quelques exemples. On a analysé, on a amélioré les choses. Et aujourd'hui, on arrive même avec un modèle économique, voir comment on peut utiliser, implémenter cette technologie. Et on est aujourd'hui en phase d'accompagner des villes dans leur démarche Smart City, parce qu'on a appris beaucoup de choses. C'est un apprentissage qui est bien sûr collectif. Je vais vous donner 2 exemples. Prendre l'exemple de l'eau potable. Et on a un stand qui montre un peu comment il fonctionne. Ce travail est réalisé dans le cadre d'un projet européen. Donc aujourd'hui, ce projet, ce qui se passe sur l'île, il est reconnu comme un démonstrateur européen sur les questions de l'eau. Un financement intéressant, mais c'est surtout une très grande visibilité. Il y a 4 démonstrateurs au niveau de l'Europe, un en Espagne, le deuxième il est à Londres, le troisième c'est lui sur lequel on travaille, et le quatrième il est aux Pays-Bas. Voilà un peu le réseau qu'on a. On a à peu près une quinzaine de kilomètres. Et chaque fois que vous voyez sur les réseaux un point, c'est qu'on a installé un capteur, des capteurs pour mesurer les débits, des capteurs pour mesurer la pression. On a été beaucoup plus loin dans le cadre du projet européen avec des capteurs qui permettent de suivre la qualité de l'eau. S'il y a une contamination, on le détecte en temps réel. Et du fait qu'on a mis des capteurs un peu partout, aujourd'hui, on est en capacité de mesurer tout ce qui entre comme eau sur le campus et tout ce qu'on consomme. Et par une simple différence, on peut savoir s'il y a des fuites. Sur cet exemple, ça vous donne un peu un résultat qui est concret.
Toute la partie qui est à gauche, c'est avant que le système commence vraiment à bien fonctionner. Vous regardez un peu, on avait des fuites par jour de l'ordre de 500 mètres cubes. C'est autour de 2 000 € sur une année, ça fait 700 000 € si on ne fait pas attention. Dès qu'on a commencé à installer le système, dès qu'il y a une fuite, on la détecte, on informe le service technique de l'université qu'il y a une fuite, et du fait qu'on a mis des capteurs un peu partout, on sait où est-ce qu'il se trouve la fuite, et c'est réparé. Regardez un peu tous les pics qu'on voit après. Chaque fois qu'il y avait un pic, ça a été réparé pratiquement le lendemain. Les économies qu'on a faites sur une année entre 2015 et 2016, c'est de l'ordre de 150 000 € pour un équipement qui nous a coûté de l'ordre de 30 000 €. C'est un exemple concret qui est aujourd'hui pris au niveau de la Commission européenne pour dire que cette technologie est vraiment intéressante. Regardez un peu sur un exemple concret où il y a eu de la mesure. On voit bien l'impact de cette technologie et ce qu'elle peut nous apporter. Un deuxième exemple qui concerne le chauffage. Sur le campus, on a un système de chauffage complet, y compris la protection de la chaleur. Donc, on a une chaudière au gaz. Après, on va distribuer l'eau chaude sur l'ensemble du campus. Et ça passe par ce qu'on appelle les sous-stations. C'est l'échange entre le réseau principal et les bâtiments. Et on a installé notre instrumentation sur les sous-stations pour suivre tout ce qui se passe, mais à l'échelle d'un bâtiment. Un exemple simple, il y a cet exemple-là, sur un bâtiment qui est âgé de cinquantaine d'années. Ce que vous voyez en rouge, c'est la consommation qui a été mesurée. Ce bâtiment, on le connaît très bien. On sait quand est-ce qu'il y a des cours. On sait bien que dans les amphis, il y a combien d'étudiants. Donc, on a fait une simulation, dire que si j'ai fait de la régulation, je vais chauffer quand les étudiants sont là, et je prends en compte, est-ce que j'ai 100 étudiants, 50 étudiants, etc. dans la salle. Et regardez un peu ce qu'on devrait normalement, si on avait de la régulation, la consommation, ce qu'il y a en bleu. Ça veut dire qu'on peut faire des économies importantes sur ce bâtiment si on avait de la régulation qui est basée sur la mesure. Bien, ce travail-là, on l'a fait sur l'ensemble des bâtiments. Et on voit qu'effectivement, on peut améliorer les choses grâce à cette technologie. Donc, ce qu'on a fait, deux mesures. La première, comme j'ai dit, on avait une chaufferie qui était au gaz. On est passé à la cogénération avec un partenaire privé qui a fait complètement l'investissement. L'université n'a rien avancé. Et aujourd'hui, on produit de l'électricité en même temps que le chauffage. L'efficacité de notre système passe de 50 à 90%. Et comme j'ai dit, il n'y a pas d'investissement, c'est le partenariat public-privé qui a permis de faire l'investissement. On se partage les bénéfices. Deuxième chose, on a fait un appel d'offres pour renouveler le contrat de chauffage. Et dans le cahier de charges, on a mis comme quoi on veut avoir un système intelligent. Et on a estimé le coût d'investissement et également le retour. On a vu que sur une douzaine d'années, on peut couvrir complètement l'investissement, qui est de l'ordre de 5 millions d'euros. Effectivement, dans la réponse, on a eu des réponses dans ce sens-là. Et on a signé le contrat maintenant, le nouveau contrat. Et dans 2 ans, on aura sur le campus un réseau complet qui est intelligent au sens que j'avais donné. On aura une économie de l'ordre de 20% sur le chauffage, quelque chose qui est effectif. Et la même chose qu'en termes d'investissement, l'université n'a rien mis, c'est uniquement de l'intelligence qu'on fait avec le secteur privé. Et troisième action qui était assez importante, assez rapidement, c'est une action qu'on fait sur le logement social. On a eu un contact avec un partenaire qui est l'île Métropole Habitat, qui gère 32 000 unités dans le nord. Et la question des charges de logement social, on le connaît bien. Elle pèse très lourd sur le budget des ménages. Et la question, est-ce qu'on peut utiliser cette technologie pour réduire le coût et améliorer les choses dans les bâtiments? Et on a travaillé avec les locataires pendant à peu près 6 mois, les services techniques, pour voir quel système on peut développer de manière spécifique pour le logement social. Les locataires étaient intéressés par quoi? Connaître en temps réel pratiquement les consommations. Eau, énergie, eau froide, eau chaude, tout ce qu'on veut. Le confort, généralement, on parle de la température, mais il fallait aller au-delà de la température, par température, humidité, qualité de l'air, bruit, etc. Et également la sécurité, voire ne serait-ce que par rapport à l'ouverture et fermeture des portes. Donc ce qu'on a fait, on a développé un système au niveau de notre laboratoire en partenariat avec des startups autour d'un Raspberry. Et on a mis des capteurs des cartes qui sont multicapteurs. Et on a développé une interface que vous voyez juste en dessous, où en gros, sur une tablette ou un téléphone, le locataire il a une image de son appartement, de ce qui se passe dans chaque pièce.
Et il peut remonter également à l'histoire de ce qui se passe dans son appartement. Il a la possibilité d'analyser ce qu'on fait avec lui, faire de la sensibilisation. Et l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est cette notion de confort. Parce que quand on dit qu'on va mettre 19 degrés dans un appartement, très souvent, les locataires disent on a froid. Donc, ce qu'on fait, on met le chauffage d'appoint. Et l'économie compense en mettant à 19 degrés, on va payer beaucoup plus cher avec le chauffage d'appoint. En plus, la température de confort dépend de l'humidité. Donc, il y a tout un travail aujourd'hui qu'on essaie de faire avec le locataire pour voir c'est quoi cette notion de confort. L'âge joue un rôle très important. Et il y a de l'interaction avec le bailleur social pour essayer d'adapter quelque chose par rapport effectivement au ressenti des locataires. Bon, c'est terminé pour résumer assez rapidement. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, d'après l'expérience, il y a 5 ans, c'est une expérience qui est collective, avec beaucoup de partenaires, pas seulement national, mais au niveau international, que ce concept, il est vraiment très, très intéressant. Ce qu'on fait, on va faire une gestion qui est basée sur la donnée, mais la connaissance. On peut vraiment améliorer la sécurité de fonctionnement. On peut améliorer les performances, ce qu'on avait montré, et surtout, on peut travailler avec les usagers. Et ce qui est important également, c'est par rapport au modèle économique, ce qu'on peut dire, excusez-moi, ça c'est qu'on peut faire les finances, parce que l'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est sur le modèle économique, comment financer. On peut dire qu'aujourd'hui, on peut financer, s'il y a un véritable travail avec le secteur privé, au niveau des gains de performance qu'on a et de sécurité. Et je pense que la chose la plus importante que j'ai apprise, moi, c'est qu'aujourd'hui, dans les cahiers de charges, quand on va faire un appel d'offres, il faut le mettre comme quoi, voilà, on souhaite avoir un système intelligent. Et les entreprises aujourd'hui sont capables de faire des offres qui sont vraiment très, très intéressantes par rapport à ça. Mais il faut l'intégrer dans les appels d'offres. S'il n'est pas intégré dans les appels d'offres, bon, on aura des réponses où il ne sera pas intégré. Nous, notre expérience à Lille 1, qu'on l'avait intégré, on a eu des réponses qui sont extraordinaires là-dessus. Donc aujourd'hui, on encourage les collectivités, dire, si vous allez vers cette technologie, il faut y aller, mettez-le dans le cahier de charge et vous verrez qu'il y aura des belles réponses par rapport à ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Issam Charo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, qu'on les pose maintenant sur cette présentation. Alors moi, j'en ai une ou deux sur ce projet Sunrise, qui est un énorme projet. Vous avez parlé de 50 acteurs. Comment ça se passe? Est-ce qu'à un moment, les 50 se retrouvent autour d'une table? Est-ce que c'est l'université qui coordonne dans ce cas-là? Ou est-ce que c'est 50 mini-projets qui sont menés en parallèle sur un grand projet? En fait, quand on avait démarré le projet, on a fait tout un travail de concertation. Donc, on a été voir les villes, les opérateurs d'énergie, les startups. Un par un. Au début. Après, Okay. on a fait des workshops, on était 10-15. Et à un moment donné, on était 150. D'accord. Pour un workshop de restitution, pour essayer de voir un peu est-ce qu'il y a effectivement un partage du concept et de l'intérêt pour le démonstrateur. Et là, effectivement, il y avait un très grand intérêt, donc ça a été confirmé. Et après, on a monté des projets par des briques. On a une brique autour du chauffage. C'est de voir les acteurs le plus pertinents par rapport à ça. Et on a travaillé là-dessus. Il y avait une brique sur l'eau potable, avec les eaux du Nord qui étaient à l'époque à Lille. Mais il y avait les eaux de Paris, il y avait des partenaires européens, etc. On a fait sur l'eau. Sur l'énergie, on a fait la même chose. Donc, autour de chaque brique, on a eu un partenariat. Et avec une restitution, ça dépend du niveau de la confidentialité qui était partagée. Donc chaque année, on faisait un très grand forum où on invitait bien sûr les acteurs de notre projet, mais on invitait aussi des acteurs au niveau national pour essayer de partager ou de croiser notre expérience avec ce qui se passe par ailleurs. Donc il y avait un rendez-vous, il y a un rendez-vous annuel sur lequel on fait un rendu de ce qui se fait sur le campus. Est-ce que dans les systèmes d'information, les différentes briques technologiques que vous nous avez montrées sont liées entre elles? Parce qu'on voit ce que vous nous montrez sur l'eau, sur le chauffage. Alors moi, ça m'a fait penser à un jeu vidéo que j'avais quand j'étais petit, où si jamais je salais davantage les frites de mon parc d'attractions, les gens se mettaient à boire plus de soda. Est-ce que vous voyez que si vous montez le chauffage, les gens utilisent plus d'eau? Ou est-ce que ça, c'est que dans les jeux vidéo? Le grand intérêt de ce travail, c'est que les données sont dans la même base. Ce qu'on avait évoqué au début, le gros problème qu'on a, c'est la structuration en silo. Et là, dès le début, on disait effectivement, il faudra les mettre ensemble. Et on a appris beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a eu une résistance des acteurs privés à partager les infos? Parce que parfois, c'est presque du secret industriel, ou finalement, tout le monde est gagnant. Donc, on était sur un cas d'école relativement simple, parce que c'est sur le territoire de l'université, les données appartiennent à l'université. D'accord. Et
Bien sûr, moyennant, parce que bon, il y a des responsabilités. Un opérateur qui gère le réseau de chauffage, il a une responsabilité par rapport à ce qu'il fait. Mais sur l'historique, on peut les utiliser, les analyser sans difficulté là-dessus. Donc effectivement, et on a découvert un certain nombre de choses. On a découvert des fuites parce qu'on faisait les mesures de leur réseau d'assainissement. Et on a eu un certain nombre de choses. C'est le fait de croiser les informations. On se rend compte, par exemple, qu'on retarde un peu la mise en place du chauffage, que l'utilisation du chauffage d'appoint, donc on consomme beaucoup d'électricité, devient excessif. Donc à ce moment-là, l'université n'avait pas trop intérêt à retarder la mise en place du chauffage central. Voilà, tout ça, en fait, il fallait le croiser. Et effectivement, aujourd'hui, on est en mesure de croiser ces informations. Dernière question de mon côté, on voit que ça permet de faire beaucoup d'économies. Nous tous, en tout cas je pense à un certain nombre de personnes ici, on a très envie de vivre dans une ville intelligente, dans un immeuble intelligent comme ceux que vous avez montrés. À quelle échéance on peut imaginer que ce sera le cas pour au moins la moitié de la population en France? Est-ce que c'est dans 30 ans ou est-ce que tout ça va arriver très très vite? Oui, bon, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, la volonté. Est-ce qu'il y a une véritable volonté au niveau des villes d'y aller? Et après, la capacité des villes de partager avec l'ensemble des acteurs et surtout ne pas négliger le partenaire privé parce qu'ils ont des capacités d'investissement. Je pense de lors qu'on joue un jeu gagnant-gagnant, et si on améliore les performances, on partage. Là, effectivement, je pense qu'on peut trouver pas mal d'acteurs, on peut avancer. Bon, maintenant, on est à l'échelle de la ville, la transformation de la ville, ça prend du temps, mais l'essentiel, c'est de démarrer avec des projets pilotes pour apprendre sur le territoire, dans le contexte du territoire. Tout à fait. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Saint-Quentin. Donc on démarre aujourd'hui un travail. Tout le monde va vouloir démarrer, faire effectivement, connaître un peu l'état des lieux, le diagnostic, discuter avec les différents acteurs pour définir un master plan, voir ce qu'on fait. Voilà. Il y a Patrice Lukowski d'Orange qui a envie de réagir. Hop, vous avez le micro numéro 3 1, 2, 3. Voilà, celui-là marche. Justement, vous parliez de partage et de partenariat public-privé. Est-ce que vous avez utilisé ou est-ce que vous allez utiliser dans la suite Fireware, la plateforme Fireware européenne? Disons que ce qu'on a fait, l'opération la plus avancée, c'était sur le chauffage. Et là, on est passé par, première chose, une opération de cogénération. Et là, on a eu un partenaire privé qui voulait s'y impliquer, faire tout l'investissement. On a regardé avec lui sur tout le plan légal, etc. Il n'y avait pas trop de problèmes là-dessus. Et il y a eu un accord, on est parti là-dessus. Deuxième chose, c'était l'appel d'offres. L'appel d'offres, et là, on est passé sur un DSP, le taux de performance, mais sur la base d'un cahier de charge de ce type-là. Maintenant, on a sur le campus, il y a des opérations PPP aussi. Il y a quelques opérations, mais bon, c'est sur les bâtiments. Je vais vous donner le mien, puis je vais le mettre. Hop, 1, 2, 3, 4. Oui, là, si je vous pose la question, c'est parce que, en fait, ce que vous avez fait est remarquable, c'est hyper intéressant, mais je suis très souvent embêté par l'idée que dans le domaine des smart cities, des territoires intelligents, il y a des initiatives locales qui sont géniales, mais qui partent toujours sur des solutions propriétaires. Et donc, dès qu'il s'agit d'aller généraliser, elles se heurtent au problème qu'elles ont choisi leur propre choix, elles sont parties sur leurs propres standards. Et donc, le problème que vous avez, là, vous êtes en train de parler d'un problème qui est complètement universel. À la surface de la planète, tout le monde a ce problème-là. Toutes les villes ont des problèmes de trafic, toutes les villes ont des problèmes d'accès aux infrastructures. Et systématiquement, je vois des gens qui me disent « Ah bah là, nous, on a une solution, voilà, elle marche super bien chez nous. » Oui. Alors, d'où peut venir le standard? On vous sent très remonté, Patrice. Je sens remonter parce que, en fait, là, c'est ma position de citoyen européen. Hein, je ne parle pas au nom d'Orange. Là, je vous dis, l'Union européenne a dépensé, au cours des dernières années, 200 millions d'euros pour construire Fireware. C'est un ensemble enabler, c'est une plateforme open source. Elle appartient pas plus à moi qu'à n'importe quelle personne dans la salle, tous les citoyens européens. Elle est même utilisée elle est utilisée en Corée du Sud, elle est utilisée en Afrique, elle est utilisée dans plein d'endroits. Donc elle est bien? A priori, si les gens l'utilisent. En plus, elle est gratuite. Et ça permet juste de se dire, quand on résout un problème à l'échelle d'une ville, autant en faire profiter tout le monde.
Et qu'on soit super concret, elle sert à quoi cette plateforme? Elle sert à tout ce que vous voulez, à construire des services. Donc vous avez des choses des systèmes d'événements, des systèmes de stockage. Enfin, vous avez tout ce qui peut être utilisé pour construire un système d'information. Et donc je pense que la bonne démarche, quand on est allé très loin, comme vous l'avez fait, et que vous avez résolu le problème, c'est de se dire comment je peux mettre à disposition ce que j'ai fait de bien pour n'importe qui, pour demain, Édimbourg, Glasgow, Tamanrasset, Vladivostok ou Lille. Donc, en fait, quand on parle d'un projet de ce type-là, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que la plateforme. Il y a l'instrumentation, la remontée de l'information, l'équipement, etc. Donc, c'est un projet qui est beaucoup plus global que uniquement la gestion. Bon, maintenant, nous, on est un labo de recherche en même temps. Donc, il y a une activité de recherche sur les différentes filières et le partage de ces filières-là. Donc, il y a pas mal de travaux de recherche sur ces données-là, les analyser, aller beaucoup plus loin avec nos partenaires. Il y a une quinzaine de thèses sur le sujet. C'est un projet qui est assez important. Donc, on a eu aussi une approche recherche, il y a eu des développements de logiciels, etc. Et très souvent, c'était en partenariat. Et on a eu aussi, comme j'ai dit, ce gros projet européen, également, qui est en partenariat avec une vingtaine soit de sociétés ou de startups. Moi, je trouve ça super parce qu'en plus, vous n'êtes pas contenté de chercher, vous avez trouvé. Donc maintenant que vous avez trouvé, il faut que tout le monde l'utilise. Tout à fait. C'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on en parle. Mais effectivement, je dis qu'on essaie d'avancer encore un peu plus dans ce domaine. Et voilà. Merci beaucoup, Isam. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va enchaîner avec El Moustapha Mouadib, que je vous ai présenté, qui va nous parler du patrimoine historique au service de la ville connectée, et notamment de Saint-Quentin. La parole est à vous. Merci. Donc, El Moustapha Mouadib, je suis professeur à l'université de Picardie-Jules-Verne à Amiens. Et je suis également directeur du laboratoire MIS, qui est un laboratoire d'informatique, de robotique et d'automatique. Alors, en fait, le travail que je vais vous présenter est une collaboration entre l'université de Picardie-Jules-Verne et la ville de Saint-Quentin, et plus particulièrement du service patrimoine. Et en fait, cette collaboration, c'est aussi disons, elle fait partie d'un grand projet, d'une grande dynamique autour d'un programme que j'ai déjà présenté l'année dernière d'ailleurs, ici, qui s'appelle le programme e-cathédrale, et qui est en fait un programme sur 15 ans dont l'objectif est de travailler sur des maquettes numériques de monuments architecturaux, comme par exemple les cathédrales, puisque notre région est particulièrement riche en patrimoine religieux. Alors, pourquoi on fait la numérisation? Il y a des enjeux qui sont très importants, notamment pour faire de la conservation des monuments. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, sur la plupart de ces monuments qui ont, pour certains, qui existent depuis 800, 900, 1000 ans, on se rend compte qu'on n'a pas un ensemble de plans ou de données complète sur l'ensemble de ces monuments, ce que j'appelle la trace complète des monuments. Donc la numérisation permet d'avoir cette trace, permet d'avoir finalement ces maquettes. Et puis il y a des enjeux aussi pour la restauration, pour faire du suivi de l'évolution de ces monuments, et également pour faire la visite virtuelle et de la valorisation du patrimoine. Alors, pour ce qui concerne donc la manière avec laquelle nous avons travaillé avec Saint-Quentin, donc nous avons travaillé en fait sur la numérisation, pour commencer, sur la numérisation de l'hôtel de ville et plus particulièrement de sa façade et du carillon. Alors, donc en quelques mots, en fait, la numérisation, elle se passe de la manière suivante. En fait, ça consiste à mesurer des points à la surface des bâtiments, sous forme de points qu'on appelle les points 3D, parce que c'est dans l'espace. Et on rassemble tout ça, et ça permet d'obtenir ce qu'on appelle la maquette 3D. Donc l'appareil qui est utilisé, que peut-être certains d'entre vous ont vu lorsque nous avons passé 2 journées à Saint-Quentin, donc on a dû empêcher un petit peu gêner la circulation autour de la façade, puisqu'il fallait installer l'appareil. Donc l'appareil, c'est celui-ci, ce qu'on appelle un scanner, ça coûte à peu près 40 000 €. On pose ça quelque part, et le principe, c'est qu'il envoie un rayon, ce qu'on appelle un rayon laser, et ce rayon est réfléchi par la lumière. Donc ça fonctionne un peu différemment d'un appareil photo.
on a ici une petite animation qui permet de le voir en action. Donc on a un balayage qui va se faire, puisqu'à chaque fois on a un rayon. Ce rayon est dévié, il tourne autour de l'appareil, et on va récupérer les points, ce sont les points verts que vous avez ici. Et ensuite, on va prendre des photos, hein, qui vont permettre d'avoir la couleur de finalement ce qu'on a numérisé. Et comme l'appareil mesure uniquement la surface, et bien, tout ce qui est caché, on ne le voit pas, donc on va être obligé de déplacer l'appareil, comme avec un appareil photo, et ensuite on refait la même chose. Et pour rassembler tout ça, on va utiliser ce qu'on appelle des cibles, c'est ce qu'il y a en bas, communes, et c'est ça qui va permettre d'assembler finalement l'ensemble de ces données-là. Donc pour la façade que vous avez ici de l'hôtel de ville, à gauche, sous forme d'une photo, eh bien, pour pouvoir en fait éviter finalement ces zones occultées, eh bien, il a fallu déplacer l'appareil. Ce sont les points rouges que vous avez. Et nous avons également numérisé une partie qui est aussi intéressante en termes d'accès, c'est le carillon, auquel on peut pas accéder facilement. Donc en faisant à peu près une douzaine de ce qu'on appelle des scans, c'est-à-dire des prélèvements. Donc voilà, donc ça c'est une fois qu'on a fait ces différentes parties, on les assemble de cette manière-là, on a des programmes informatiques qui vont permettre ça. Donc on a travaillé pendant 2 jours à faire la numérisation, et ensuite il a fallu travailler à peu près 3 à 4 jours pour faire ce qu'on appelle du pré-traitement. Il y a cet aspect assemblage des données, et puis il y a aussi un aspect nettoyage des données. Ce que vous voyez ici, par exemple, c'est un exemple de traitement. Ce qu'on appelle, nous, les fantômes, c'est les curieux qui viennent voir comment ça se passe, et donc forcément, ils gênent les mesures, et donc il faut ensuite nettoyer pour pouvoir finalement retrouver ce qui est numérisé. Donc voilà des exemples de ce qu'on peut après obtenir ou extraire à partir de ce modèle. Ici, vous avez une vue qu'on appelle frontaux, hein, de la façade. Vous avez ici une vue un petit peu plus éloignée. Alors, ce qui nous intéressait particulièrement, c'est la partie façade, mais comme le scanner tourne autour de lui-même, fait 360 degrés, eh bien, on a aussi numérisé un petit peu la place, l'ensemble de la place. Donc, un zoom sur le porche, avec, donc pour mettre en évidence sa structure gothique. On voit la voûte un peu en pointillé. Et ici, on a, et ça c'est ce que permet de faire le numérique, c'est tirer des plans, avec ici une coupe qui donne, sous forme d'un dessin, ou l'équivalent d'un dessin, une vue finalement de l'ensemble de la voûte et des piliers. Et donc on remarque ici ce qu'on a en croix, enfin en diagonale, donc ce qu'on appelle les ogives, et qui permettent de porter la voûte. Donc ce qui est apparent à partir du sol, ce qu'on voit. Voilà. Donc on peut voir aussi, avoir une vue un peu plus détaillée sur la géométrie de ces arcs qui sont ici de 2 natures, à savoir pour les plus courbés, donc ce qu'on appelle les arcs brisés, et puis entre deux on a des arcs cintrés, c'est-à-dire des arcs de cercle. Et quelque chose que vous ne voyez pas souvent, sauf si vous avez un peu de chance, c'est ce qui se trouve à l'intérieur du carillon. Et notamment, donc vous avez ici sous forme de numérique, donc ça c'est un extrait, mais on a la forme 3D, c'est ce qu'on appelle le tambour, qui est en fait une espèce de grande roue avec des mécaniques. C'est un peu comme un ordinateur, en fait on plaçait des morceaux métalliques dessus, et c'est ça qui permet de programmer les heures auxquelles le carillon va sonner. Donc c'est un peu comme un ordinateur, mais qui est mécanique. Voilà, avec une vue encore un petit peu plus détaillée. Donc voilà. Donc bon, là c'est juste quelques exemples d'images, enfin de vidéos, mais vous pouvez les voir de manière un peu plus jolie juste derrière, puisqu'il y a un stand dans lequel on présente tout ça. Donc c'est un début. Hein, on a fait ça en septembre. Et ça s'inscrit dans une démarche à long terme avec on l'espère tous, avec le service patrimoine. Et l'idée, c'est d'utiliser de manière massive ces outils de numérisation au service du patrimoine. Donc, dans le cas de ce monument dans un premier temps, et puis ensuite, on l'espère aussi sur d'autres monuments, comme par exemple l'église de Saint-Quentin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.
Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me faire signe. Bon, alors moi j'en ai une. On voit partout, c'est des casques de réalité virtuelle. Maintenant, ça y est, hein, c'est un objet grand public. C'est même sorti sur PlayStation. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On en va en voir beaucoup à Noël. Est-ce que ça veut dire que sur ma PlayStation ou ma Nintendo, je pourrais visiter l'hôtel de ville de Saint-Quentin ou la cathédrale de Chartres dans les années à venir ou demain? Oui, oui, absolument. C'est l'étape suivante. C'est évidemment de travailler sur différentes modalités. Bon, il y a les casques, mais il y a aussi d'autres, on peut imaginer d'autres types de rendus pour faire de la visite virtuelle. Alors c'est particulièrement intéressant. Ça n'a peut-être pas, pour les Saint-Quentinois, ça n'a peut-être pas d'intérêt, disons, pour la partie façade. En revanche, c'est particulièrement intéressant pour le Carillon, par exemple, qui n'est pas accessible au grand public pour des raisons de sécurité, ou également des parties de l'église. Ouais, j'ai une question par rapport au BIM, la maquette numérique. L'une des questions qui se pose avec la BIM, c'est comment on peut l'appliquer sur les bâtiments existants, donc pour récupérer toutes les données. Est-ce que les interfaces avec le BIM aujourd'hui, vous travaillez là-dessus ou... Alors, nous, on ne travaille pas dessus, mais il commence à y avoir des logiciels, parce que évidemment, il y a beaucoup d'intérêt, les gens qui travaillent sur le bâtiment notamment, mais aussi pour du patrimoine. Enfin, je parle des artisans, je parle des architectes, je parle des restaurateurs, travaillent beaucoup sur ces systèmes-là, et évidemment sont très demandeurs de ces modèles, puisque c'est l'élément important. Alors, ceci dit, juste une petite remarque technique, c'est que ici, je vous ai dit, on a prélevé des points. Bon, déjà avec les appareils photo que vous avez ou avec vos téléphones, vous savez que vous avez beaucoup de pixels, donc de points. Vous imaginez qu'avec ces appareils-là, on en a encore beaucoup plus. Ce sont des milliards, et donc ça pose des problèmes techniques pour passer à l'utilisation directement avec les BIM. C'est-à-dire qu'on doit dégrader en quelque sorte ces images pour l'intégrer à un jeu vidéo, par exemple? Voilà, il faut le dégrader ou il faut le simplifier. Il faut trouver un moyen pour passer de l'un à l'autre. Alors ça fait toujours mal au cœur parce que l'avantage de ça, c'est qu'on a des détails qui sont très intéressants. Alors c'est vraiment, c'est encore plus intéressant dans le cas des monuments, puisque c'est justement dans les détails, ce sont les détails qui sont intéressants, et que on a du mal à simplifier un peu ces modèles-là, parce que justement c'est au détriment des détails. Patrice Lupowski, donc vous êtes là avec Orange, avec vous on va parler du quotidien, comment ces objets qui changent notre ville peuvent aussi changer notre quotidien. Alors déjà je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher, je vois que vous avez un objet connecté sur chaque poignet. Qu'est-ce que vous portez et est-ce que ça change votre vie? Là j'ai une montre connectée, enfin c'est une montre de course Garmin, et puis là c'est un Fitbit qui lui moniteur le nombre de pas que je fais, la distance que je parcours, le nombre d'heures de sommeil. Là, il doit penser que je me suis assoupi d'ailleurs dans mon fauteuil, mais non, je suis en pleine forme. Ah, je vous ai surveillé, vous avez tout écouté. Non, c'est pas à cause de vous, c'est à cause de moi. Mais voilà. Là, celui-là, ça fait. Je suis un peu il me reste un petit côté geek quand même, geek d'un phénomène qu'on appelle le quantified self, l'automesure de soi, ce qui fait que ça fait quand même 8 ans que je mesure toute une série de choses sur ma vie quotidienne qui ne m'apportent pas grand-chose parce que le nombre de kilomètres que j'ai pu faire... Le sommeil aussi? Je commence à avoir des métriques comme ça en nombre de millions, je crois que j'ai atteint les 5 millions de pas, enfin des choses comme ça. Il y a des distances un peu bizarres et puis chaque semaine je regarde un petit peu où j'en suis parce que ça fait 60 ou 70 ans que tous les médecins savent que pour être en bonne santé, il y a 5 règles à peu près, pas plus, pas moins. Il faut marcher 8 à 10 000 pas par jour, il faut dormir 7 à 9 heures par nuit, il faut se limiter à 2000-2500 calories, avec un petit peu d'injustice entre les gens. Et puis, il faut, pour en rajouter une règle et pas toutes vous les faire, il faut rester à l'écart des addictions. Bon, alors mettons de côté les addictions, parce que ça va emmerder tout le monde, mais quand vous voulez ne serait-ce que respecter les 3 chiffres que j'ai énoncés, si vous n'avez pas des objets qui vous aident, c'est rigoureusement impossible. Donc moi, ça m'a appris par exemple à dormir la nuit. Parce que j'étais dans un modèle où j'étais start-upper il y a quelques années. Pendant les 5-6 ans où je développais ma start-up, je considérais que dormir, c'était perdre du temps. Donc je dormais 4 heures par nuit, parfois moins. J'avais l'impression d'être une sorte de surhomme capable de vivre comme ça. Et puis j'ai entendu cette règle sur le fait que tout le monde savait qu'il fallait dormir 7 à 9 heures et j'ai commencé à le faire avec l'aide de ces objets-là.
pour m'apercevoir que j'étais un être différent. J'étais plus calme, j'étais moins agressif, j'étais moins dans le qui-vive et l'immédiateté, j'avais plus de capacité à prendre du recul sur des décisions, etc. Puis j'ai commencé à en trouver d'autres exemples, même des exemples inattendus. L'ancien président américain Bill Clinton a dit il pense qu'il a fait la plupart de ses erreurs. Alors je ne vous parle pas des erreurs qui sont passées qui ont défrayé la chronique, qui sont pas très intéressantes, mais les vraies erreurs, il pense qu'il les a faites parce qu'il était fatigué. C'est quand même intéressant de reconnaître ça. Donc voilà, c'est un exemple, mais pour moi, par exemple, c'est mon lien avec le sommeil. Et donc, où que je sois, je vérifie toujours à peu près où j'en suis en termes de sommeil. Et je sais que quand je descends en dessous des 6, etc., je vais rentrer dans une autre zone de fonctionnement et je vais être différent de celui que je peux être. Ces objets-là, on en voit de plus en plus. Alors moi aussi, j'ai le virus. Nous, on reste encore une minorité à les porter au quotidien. Alors est-ce que ça va changer la vie de tout le monde, ou alors est-ce qu'il y a une population geek de 10% de la population qui va continuer à prêcher un peu seule dans le désert ? Alors, comme dans tout phénomène technologique, on cherche toujours la killer app, c'est-à-dire l'application qui va faire que tout le monde va d'un seul coup être fortement attiré vers quelque chose. On l'a vu dans la dernière grande révolution numérique, celle du smartphone, qu'il n'y avait pas une killer app, il y avait une série d'utilisations, d'usages du smartphone qui amenaient les gens à l'utiliser. Pour certains, c'est Facebook ou c'est n'importe quel réseau social qui me permet d'être en permanence, de me donner le sentiment d'être connecté aux gens qui m'intéressent ou aux gens qui me sont proches. Pour d'autres, c'est l'actualité. Pour d'autres, c'est le jeu. Enfin, il y a quelque chose, il y a un usage qui vient tirer la technologie. Pour les objets connectés, le premier élément qu'on a identifié, nous, c'est la notion de changement de comportement. C'est-à-dire qu'on voit, l'exemple que je vous citais sur le sommeil, et on appelle plein d'autres, hein, si demain, et moi je suis déjà équipé dans ma voiture, je mets un boîtier qui transforme ma voiture en une voiture connectée. Moi j'ai un petit boîtier qui s'appelle Mojo et qui fait que là si quelqu'un tape dans ma voiture, je vais recevoir une petite notification qui me dit il y a quelqu'un qui est en train de se garer comme un sagouin, ou qu'elle me rappelle que je suis garé boulevard Gambetta parce que je suis pas natif de Saint-Quentin, je sais pas, je suis parti vite, etc. Mais elle est aussi capable de connaître ma vitesse moyenne, de savoir comment je conduis, comment ce matin, en venant de Paris, je me suis comporté sur la route alors que le temps était épouvantable. Ça, analysé par des systèmes et de l'intelligence, ça va pouvoir permettre de rentrer dans des modèles qui vont aller me donner des conseils, qui vont être d'abord... tu sais, tu as conduit, il pleuvait, tu as conduit plutôt à 117 km/h de moyenne. Il aurait mieux fallu conduire en dessous de 110 parce que tu as gagné 3 minutes, mais tu as perdu 6 mois d'espérance de vie. Vous voyez, avec ce genre de formule, on peut commencer à faire rentrer les gens dans une certaine forme de réflexion qui pourrait les amener à changer de comportement. Si les gens ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, comme moi j'ai fait la démarche par exemple pour le sommeil, je ne l'ai pas forcément faite dans mon comportement routier, je ne suis pas encore un assez bon conducteur, je regarde l'écran de mon smartphone de temps en temps, enfin je fais des choses qu'on fait un peu tous mais qui ne sont pas bien. C'est peut-être les compagnies d'assurance qui vont nous inciter à le faire, parce qu'au fur et à mesure, elles vont avoir la tentation d'aller faire un lien entre la qualité de votre comportement routier et la prime d'assurance que vous payez. Il y a des études qui sont restées célèbres, par exemple, qui ont démontré qu'il y a 25% des accidents d'accidents routiers dans lesquels on peut retrouver une utilisation de téléphone portable dans les minutes qui suivent. Donc tout ça, ça nous amène à des scénarios de changement de comportement. Et donc, dans les objets connectés du grand public, on trouve bien souvent cet élément de changement de comportement. Une des grandes motivations, ça peut aussi être les économies, le portefeuille, on en a parlé avec vous. Il y a une grosse offensive en ce moment, il suffit de regarder la télévision pour en entendre parler, du thermostat connecté qui se développe beaucoup, qui est, je crois, déjà un succès en France. Il y a plusieurs marques qui en proposent, des Français, des Américains, avec des grands designers, beaucoup de marketing, beaucoup de pubs. Il y a aussi la lumière connectée qu'on voit de plus en plus, qui marche pas mal du tout. Est-ce que ça, ce sont des produits qui vont être des succès d'après vous ? Oui, dès qu'on va réussir à rentrer dans le quotidien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec le monde numérique, on a principalement modifié des notions liées à la perception du temps. On est passé de manière générale dans une civilisation de l'immédiateté.
tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait est immédiatement su ou peut être su par l'ensemble de la planète. Et on est rentré dans le domaine même de la prédiction, c'est-à-dire de la capacité à devancer le temps. Les Américains ont une formule maintenant, ils disent « real time is too late ». Le temps réel, c'est déjà trop tard. Quand vous avez un problème de trafic sur la route, ou vous avez un problème dans un aéroport, un attroupement de gens, c'est pas parce que vous le savez que vous allez pouvoir agir, c'est parce que vous allez pouvoir le prédire que vous allez pouvoir agir. Donc, il est important de comprendre cette notion de temps et de se dire qu'un objet va réussir à s'imposer s'il rentre dans le quotidien, dans quelque chose que vous savez répéter et faire quotidiennement, tout comme les applications mobiles, Facebook ou autres, sont rentrées dans le quotidien. Leur force, c'est d'être quelque chose que vous faites quand vous vous levez le matin, quand vous vous couchez le soir, une préoccupation permanente ou un sujet d'attention ou d'accompagnement permanent. Et c'est ça qui fait rentrer les choses dans un quotidien et dans quelque chose qui devient absolument essentiel à l'utilisateur. Tant que l'objet est un gadget, tant que l'objet est quelque chose qui est pour le pari technologique, il a peu d'intérêt, à part pour une population de technophiles, d'early adopters, comme on dit, de gens qui vont aller pour la beauté de la technologie vers quelque chose. On en est un petit peu, vous aussi vous avez partagé quelques expériences avec moi, on est dans une logique de précurseurs. Les précurseurs et les gens qui sont à l'avant-garde, c'est moins d'1% de la population. C'est pas avec ça qu'on construit des modèles économiques et des histoires. Après, il faut avoir des bénéfices très très concrets qui rentrent dans le quotidien. Le sujet des économies en est un, mais il est peut-être pas suffisant en soi. Si on regarde combien on peut économiser sur une assurance auto parce qu'on conduit bien, bon, on va se dire, allez, 20% sur 400 €, ça va faire 80 €. Est-ce que ça va être suffisant pour que je me motive? Peut-être pas. Peut-être que un message sur l'espérance de vie va être suffisamment motivant. Peut-être que quelque chose qui va toucher à la consommation de ma voiture, ça va être motivant parce que là, économiquement, on va trouver quelque chose qui a du sens. La facture énergétique, facture d'eau, facture d'énergie, c'est un sujet aussi qui peut motiver. Mais c'est plus efficace quand c'est quotidien et quand on peut associer plusieurs choses. On fait des économies, c'est bien pour la planète, c'est bien pour votre santé, c'est bien pour vos voisins. Vous voyez, qu'il y ait au moins 2 facteurs. Il y a aussi un frein majeur que je vis, alors moi aussi au quotidien, c'est la simplicité. Donc je vais vous raconter ma vie, je vais continuer. Allez-y. Donc j'ai mon appli. Vous pouvez vous allonger un peu. J'ai mon appli pour la lumière avec Philips ou un concurrent. J'ai mon appli pour le chauffage. Ça peut être Netatmo, ça peut être Nest, puisqu'on parlait des Américains. J'ai une appli pour mon chat connecté, si, c'est vrai. Mais à chaque fois, je dois ouvrir une appli, je dois sortir mon téléphone. Aujourd'hui, vous avez les 2 géants, Google et Apple. D'un côté, Apple, alors pour les spécialistes dans la dernière version d'iOS, donc de son système d'exploitation, qui commence à simplifier tout ça avec 2 applis. Vous avez Health pour tous les objets connectés que vous portez sur votre corps. Vous avez HomeKit pour tous les objets de la maison. En face, il y a Google qui ne veut pas se laisser faire, qui arrive avec les mêmes choses. À chaque fois, c'est associé à des commandes vocales. Vous avez sans doute des gens comme Orange qui se positionnent. Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est vraiment ça qui va aussi débloquer les choses? Ouais, c'est un point absolument essentiel et on a fait la même démarche que vous, enfin tout simplement parce qu'on l'a entendu de la part de nos clients. Donc nous, ce que dit le client, c'est en général la première vérité, hein. Et les clients nous ont parlé des gênes qu'ils avaient, par exemple, avec le fait que chaque objet connecté venait avec son application. Je prends un Fitbit, j'ai une appli Fitbit, je prends une balance WeThings, j'ai une appli WeThings, etc. Et on s'est vu dans un modèle où, alors que les gens allaient avoir 15 ou 20 objets connectés, attachés à eux, à leur foyer, à leur famille, à leur maison, à leur voiture, à leur quartier, à leur ville, ils allaient avoir autant d'applications que ça. Or, toutes les statistiques qu'on a aujourd'hui montrent qu'on n'utilise pas plus de 5 applications par jour, quoi qu'on fasse. Et dans les 5, vous pouvez imaginer qu'il y en a quelques-unes que j'ai déjà citées. WhatsApp, Facebook. Voilà, c'est les applis de communication en premier, c'est les premiers sujets qui vous intéressent, le mail, ce genre de choses. Et puis ensuite, il y a de la place peut-être pour 1 ou 2 autres applications. Donc, on est parti avec un programme qui s'appelle DataShare. On est parti sur l'idée qu'on allait mettre tous les objets dans une seule interface. Et plutôt que de le faire uniquement pour nous, Orange, on s'est dit qu'on allait partager ça avec d'autres acteurs, des fournisseurs d'applications, des fournisseurs d'objets, des acteurs de l'industrie, des services, qui peuvent chacun réutiliser chacun de ces écrans dans leur application, pour qu'on ait une seule interface commune qui non seulement va donner un parcours
sans friction pour l'utilisateur. Si je veux, dans un même espace, voir ce que remonte ma montre, ma balance, le distributeur de croquettes de mon chat ou du vôtre, je vais avoir ça dans un seul ensemble. Tout comme aujourd'hui, j'ai un endroit, un wall avec tous mes amis. Et puis, on va s'en servir aussi pour donner la main à l'utilisateur. Parce que derrière tout sujet des objets connectés, il y a le sujet des données, en particulier les données personnelles. Et ce sujet des données personnelles, c'est un sujet, et la réglementation européenne nous y pousse en plus, et on est ravis qu'elle nous pousse dans ce sens-là. C'est un sujet où on va redonner de la souveraineté à l'utilisateur. C'est-à-dire, on va lui donner à tout moment la possibilité de choisir s'il veut partager telle ou telle information qu'il va considérer personnelle, et il a raison parce que ça lui est propre, s'il veut la partager avec tel ou tel acteur, telle ou telle personne. Et par exemple, moi, sur Fitbit, pour des raisons évidentes, je ne partage jamais mon poids. Voilà, ça me regarde et je dois avoir la possibilité de... Non plus, on est dans le même état d'esprit. Je vous suis. Je dois avoir la possibilité de dire, non, c'est pas une donnée que j'ai envie de partager, ou c'est à tout moment et en un clic, je dois pouvoir révoquer. Et ce thème de la souveraineté par rapport aux données personnelles, il avait l'air complètement hors de propos il y a quelques années. Quand je racontais ça en particulier à des Américains, ils me regardaient avec un peu de recul, on me disait mais ça vient de la vieille Europe, c'est une vieille idée. Et en fait même eux maintenant se sont convertis à cette notion de privacy, comme ils disent, de respect des données personnelles. Et on a une grande réglementation européenne qui arrive, qui s'appelle la GDPR, et qui sera mise en œuvre au plus tard en mai 2018, et qui fait que toutes les entreprises sur Terre qui gèrent les données personnelles de chacun des citoyens européens devront se conformer à un certain nombre de principes, en particulier le fait de rendre le contrôle à l'utilisateur. Est-ce que vous avez des questions? Non, aucune. Bon, moi j'en ai une dernière, désolé. Ah si? Ah. Attends. Par rapport à ce qu'a fait Microsoft et ses identifiants publicitaires, notamment avec Windows 10 qui est sorti l'année dernière, ils auront aussi fait à cette réforme? Microsoft, comme tout, Microsoft, Google, Apple, Facebook, Amazon. Là, au passage, je vous ai juste cité les 5 plus grandes sociétés américaines. C'est pas 5 sociétés de technologie, ce sont actuellement les 5 plus grandes sociétés, celles qui sont les plus fortement capitalisées. Ils auront l'obligation de s'adapter à ça. Et je crois que Microsoft a évoqué l'idée qu'ils allaient de plus en plus stocker les données en Europe pour pouvoir faire ça et faire appliquer le droit européen, comme toutes les autres sociétés. Google a fait beaucoup de progrès ces derniers temps en matière de transparence sur la gestion des données personnelles. Nous, on est allé un cran plus loin, peut-être parce qu'on a cette sensibilité européenne, et en Europe, en France, en Allemagne, la notion de données personnelles, la notion de fichiers, dont on a abondamment parlé il y a quelques jours, ce sont toujours des choses qui sont extrêmement sensibles. Nous, en plus, en tant qu'opérateur, on a une obligation d'aller indiquer à chaque fois qu'on a un problème, une fuite de données ou quoi que ce soit, alors qu'on essaye d'empêcher par tous les moyens, mais on a l'obligation de les déclarer. Nous, on est allé un cran plus loin en se disant, la transparence, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est tellement transparent qu'on ne voit plus. Quand au moment où vous voulez télécharger une application, vous devez valider un règlement ou des conditions générales qui font 150 pages, il est évident que personne ne les a lues. Est-ce qu'il y a quelqu'un une fois qui a lu 150 pages de conditions générales? Non. Bon. Alors c'était quoi? Ça y est. C'était mon contrat Orange. C'est plus court nous avons un troll. C'est plus court que 150 pages. Mais là où on veut passer dans un autre concept, on veut passer de la transparence à la limpidité. La différence entre la transparence et la limpidité, c'est qu'au moment où vous demandez à quelqu'un son consentement, parce que la plupart des choses vont être basées sur un consentement explicite, on vous affiche 2-3 phrases maximum à l'écran, histoire d'être sûr que vous les avez comprises et que vous êtes sûr de ce sur quoi vous vous engagez, plutôt que de faire un chèque en blanc, et puis advienne que pourra. Dernière question, depuis quelques années, on voit des vidéos qu'on nous vend comme le présent, mais qui sont un peu de la science-fiction, où j'ai ma voiture qui communique avec mon bracelet connecté, qui communique avec mon thermostat, qui communique avec ma place de parking, avec mon employeur, avec EDF. C'est de la science-fiction, ça n'arrivera jamais. Est-ce que c'est même souhaitable pour que justement les données soient un petit peu protégées dans des silos?
Non, c'est pas de la science-fiction, mais les endroits où vont être stockées les données doivent être parfaitement sécurisés. Ça doit être sécurisé de bout en bout et parfaitement sous le contrôle de l'utilisateur. Ça, c'est certain. Après, c'est connectable. La voiture qui est garée, ma voiture qui est garée là-bas, il lui faudrait quelques heures de développement pour qu'elle paye le parc-mètre toute seule. Même qu'elle regarde autour d'elle si elle a besoin de payer le parc-mètre. Je vous fais pas un dessin ou pas, parce qu'il y a de plus en plus de caméras dans les voitures. Donc rien de tout ça n'est de la science-fiction. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir le faire dans un modèle d'apprentissage. C'est-à-dire c'est au fur et à mesure les objets qui vous entourent qui vont devoir comprendre, vous connaître et devancer vos besoins. Et puis qu'il va falloir, dans tous ces éléments-là, plus on va mettre d'intelligence, et on en parlait un petit peu ce matin, plus on va mettre d'intelligence artificielle, et plus il va falloir comprendre quelle est la place de cette intelligence artificielle dans une société et dans le vivre ensemble et dans cette nouvelle société numérique qui nous est promise. Parce qu'il n'est pas question que tous ces sujets-là soient créateurs de phénomènes ou de mise à l'écart ou de choses qui ne sont pas inclusives. Et on veut que ce progrès il soit diffusé, il soit utilisé, mais on veut qu'il puisse profiter à tous. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous. Alors, on va passer à votre voisin, que je connais bien maintenant. Donc, Faisal Ou, vous êtes un spécialiste des seniors, d'une certaine manière, de nos parents, de nos grands-parents, de nous tous, un jour, en fait. Vous travaillez sur ce qu'on appelle la silver economy. Qu'est-ce que ça recoupe aujourd'hui, cette silver economy? Oui, alors juste un commentaire sur Patrice. Je n'ai fait que 3842 pas aujourd'hui et j'ai besoin de quelqu'un pour aller marcher et atteindre les 10 000 pas. Je vais regarder, je vais jouer à ce petit jeu avec vous. Donc je voudrais comparer d'ailleurs, voilà. Donc oui, alors la silver economy, il m'a battu. Donc je voulais vérifier en fait. Pas de beaucoup, mais il m'a battu de quelques pas. Donc que regroupe aujourd'hui en 2016 la silver economy? C'est l'économie du vieillissement. C'est toutes les activités qui vont être créées autour du vieillissement des personnes, des Français, puisqu'on est en France. Alors aujourd'hui, chez les Français, quand est-ce qu'on est senior et quand est-ce qu'on est vieux? C'est aussi une question que Olivier voulait me poser. Donc, on a parlé ce matin des jeunes vieux, des vieux jeunes, des vieux vieux. Voilà, donc aujourd'hui, voilà. Donc je ne sais plus si vous avez dit les âges. Alors au niveau professionnel, parfois, au-delà de 45 ans, on considère qu'on est trop vieux, mais ça arrive. Hein. Mais dans la réalité, on dit qu'aujourd'hui, on est senior à 60 et vieux à 70. Voilà. Donc la silver economy, aujourd'hui, ça regroupe énormément de choses. Et donc je vais vous citer là quelques vérités sur la senior economy qui font preuve, en fait, qui sont disponibles sur tous les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, en France, il faut savoir qu'il y a déjà 100 000 emplois qui sont générés sur cette économie du senior. Qu'on en prévoit 300 000 d'ici 2020. Donc 2020, c'est demain en fait. Hein. Qui sont notamment tous les emplois de service à la personne, d'accompagnement, de santé. Voilà, mais aussi de services technologiques, on va en parler, de start-up autour des objets connectés pour accompagner les personnes âgées. Et vous avez, alors attendez, je retrouve des chiffres précis. Hein. Donc vous aurez 20 millions de personnes, de seniors, donc de plus de 60 ans, en 2030. Donc 20 millions en 2030. Ça tombe bien, en 2030, j'aurai exactement donc senior, donc 60 ans en fait. Ça veut dire que quand je rentrerai dans un bar, il y a de fortes probabilités que je reste jeune et que je dise salut les vieux parce qu'ils seront plus âgés que moi en fait. Hein. Il y aura quand même une probabilité d'un tiers que je reste jeune en 2030. Donc c'est très positif en fait. Hein. C'est encourageant. C'est très encourageant. Et puis vous avez 57% des dépenses des seniors qui vont quand même dans la santé. Voilà, donc c'est vraiment une activité qui est en très forte croissance, qui va générer des emplois. Il faut savoir que ces personnes âgées, en tout cas de plus de 75 ans, sont concernées aujourd'hui par la solitude, qu'elles nécessitent aussi de plus en plus d'être aidées. En France, on a toute une population autour des personnes âgées qui sont les aidants. On en compte déjà 11 millions aujourd'hui. Et toute cette activité autour du vieillissement de la personne âgée, eh ben, c'est aussi une opportunité pour des centaines, des milliers d'entreprises autour de cette silver economy. Pour être très concret, quels sont tous les objets connectés qui s'adressent en particulier aux seniors, qui fonctionnent particulièrement sur cette population?
Alors aujourd'hui, quand on est très très âgé, on a tendance à aller en ce qu'on appelle en maison de retraite. Aujourd'hui en France, il y a à peu près 1 million de lits en maison de retraite. Il faut savoir que dans moins de 20 ans, il y aurait un besoin éventuel de 4 millions de lits. Il n'y a aucun projet aujourd'hui immobilier pour prévoir ces 4 millions de lits. Donc l'enjeu du vieillissement de la population est de développer le maintien à domicile. Il faut savoir que d'abord c'est quelque chose qui est voulu par les personnes âgées, qui est voulu aussi par les familles pour beaucoup de raisons. Il y a aussi des raisons financières. Aujourd'hui, le budget moyen d'une maison de retraite en France est autour de 2 500 €. En région parisienne, on a atteint des budgets de 4 000 à 5 000 € par mois. Et qu'il faut savoir que la moyenne de la retraite en France est autour quand même de 1 200 €. Donc, Ça veut dire que ce sera infinançable en fait, en fait, sous cette forme-là. Voilà, donc on est condamné, mais c'est pas une mauvaise chose, parce que de toute façon c'est le souhait en fait de nos aînés, de nos parents et de nos grands-parents. On est condamné à développer ce maintien à domicile. Mais comment le développer quand on est de plus en plus dépendant? Eh bien justement, les nouvelles technologies aujourd'hui peuvent le permettre. Alors, de plusieurs moyens. Aujourd'hui, bien entendu, il y a énormément de startups qui se créent dans cet écosystème qui essayent de développer des services de téléprésence sophistiqués. Notre société RoboCare Lab, en fait, aujourd'hui, a développé un système de téléprésence mobile qui permet de se déplacer via un robot de téléprésence dans l'appartement du senior pour leur rendre visite, développer le lien intergénérationnel, lever le doute, leur apporter des services supplémentaires de conciergerie. Donc j'allais le dire, donc vous êtes entrepreneur vous-même, donc votre entreprise s'appelle RoboCare. L'idée, c'est que par exemple, si je veux rendre visite à ma grand-mère plus souvent, je peux le faire via un robot? Oui, alors je vous en parlerai plus, mais Ouais. pour revenir par contre aux objets connectés, oui, aujourd'hui une société comme la nôtre travaille aussi avec des startups qui installent chez les personnes âgées des capteurs pour pouvoir analyser un risque de chute, des mouvements qui n'ont pas lieu. Par exemple, la personne âgée qui a dormi ses 7 heures de sommeil souhaitée, s'il n'y a pas de mouvement dans la maison après 10 heures du matin, ça peut déclencher des alarmes. Et voilà. Et quand nous, on installe aujourd'hui un robot de téléprésence, vous avez la possibilité, à distance, de prendre la main sur ce robot, de le piloter via une tablette et d'être en immersion totale chez la personne âgée, de passer d'une pièce à l'autre. Voilà. Et pour illustrer cet exemple, j'étais sur BFM il y a une semaine et sur un plateau radio, et quelques minutes après, il y a une personne âgée qui m'a écrit sur le site de la société, qui a dit: j'ai 91 ans et j'aimerais avoir plus d'informations sur votre solution parce que mon fils m'appelle souvent et je ne réponds pas et il croit que je suis mort. Et j'ai trouvé que c'était un très bon un exemple de ce que pouvait apporter la technologie pour assurer la famille, pour lever le doute et pour permettre à cette personne âgée qui voulait surtout juste rester être chez tranquille, elle en fait, et être tranquille rester chez elle. et rassurer sa famille. Est-ce que ça veut aussi dire que vous et moi, on ne sera jamais en maison de retraite parce que voilà, ce système va disparaître, que la technologie va tout remplacer? On le sera peut-être, on y était un jour pour faire une expérimentation avec mon associé Dominique qui est là-bas. Et notre vision de la maison de retraite du futur était d'avoir une chambre avec un casque virtuel et de pouvoir voyager tous les jours. Et on ira ensemble avec plaisir à ce moment-là. Voilà. Non, les maisons de retraite sont très utiles parce qu'il y a un moment, on a besoin d'un service 24 heures sur 24. On a besoin d'accompagnement. Mais ce n'est vrai que ce n'est pas une fin en soi et que tout doit être fait aujourd'hui, et les technologies modernes le permettent, pour rester le plus longtemps chez soi. Et il faut savoir que très souvent, il y a des personnes âgées aujourd'hui qui sont encore indépendantes, qui ne souhaitent pas y aller, et c'est la famille en fait qui les pousse à y aller pour être rassurés. Et je pense qu'aujourd'hui, les technologies, avec des milliers d'emplois à la clé, peuvent permettre ce prolongement avec... Voilà, on parlait de situations de téléprésence, mais aussi de capteurs, des solutions d'aide à la personne à travers tous ces services en fait, de livraison et de présence. Voilà, on a annoncé cette semaine un accord avec un gros projet immobilier en région parisienne qui s'appelle EcoHabitat 2030, qui prévoit la construction de 5000 logements qui vont être pleins de domotique, en fait, justement pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées, mais aussi des appartements réservés aux jeunes pour avoir cette mixité intergénérationnelle et permettre cet échange entre les seniors et les plus jeunes.
qui aujourd'hui finance toutes ces recherches, qui va financer la mise en place de tout ça? Est-ce que ce sont les assurances, les mutuelles, des géants du high-tech, des startups comme la vôtre? Alors, nous, quand on a été créé il y a 2 ans, on est parti sur un constat, c'est qu'il y a énormément de choses qui se font dans la robotique de service, mais il y a peu de services tout de suite opérationnels. Donc nous, on est parti sur la base de dire, on ne va pas faire de recherche, on va travailler sur du matériel prouvé, solide, qui nous permet de développer des services aujourd'hui. Donc c'est vrai que notre approche, Olivier, est de commercialiser, et on est en phase de commercialisation, des services qui fonctionnent aujourd'hui. Et pour répondre à votre demande, on est de plus en plus approché chaque semaine, en fait, aujourd'hui, par des sociétés d'aide au maintien à domicile, des mutuelles, des assurances, qui ont tous, en fait, dans leur tablette, l'aide de faciliter le maintien à domicile. Donc, ils sont à l'écoute de nos solutions. Mais aussi, ils sont aussi à l'écoute, et ça, c'est tous les grands groupes français, d'aider leurs salariés aidants. Voilà, parce qu'il faut savoir que dans les grandes entreprises françaises, la moyenne d'âge parfois des salariés va atteindre 45-50 ans, et ces salariés sont aussi aidants de parents âgés. Et, voilà. Et donc aujourd'hui, même les grandes entreprises commencent à développer des approches, on va dire, pour aider leurs salariés en intégrant des nouvelles technologies. Voilà. Ensuite, les financements, vous en parliez, écoutez, on a été ravis ce matin d'écouter monsieur Xavier Bertrand, qui proposait justement de financer des robots, alors il parlait de robots, bien sûr, de robots de service, mais des robots industriels, de financer pendant 6 mois des expérimentations dans des entreprises de la région Hauts-de-France. Et ça, je pense que c'est une opération pour une société comme la nôtre qui peut nous donner un sacré boom pour pouvoir essayer nos solutions dans des dizaines, voire des centaines de sociétés d'aide en maintien à domicile dans la région. Il y a aussi beaucoup d'objets qui apparaissent sur la santé au quotidien. Il y a des piluliers connectés aujourd'hui qui sont très efficaces. Il y a des objets connectés très simples qui permettent par exemple de prendre sa tension tous les jours, qui permettent de partager donc ses infos de santé avec son médecin et puis peut-être d'aller moins souvent chez le médecin justement parce qu'on est bien suivi. Est-ce que ces objets-là, vous les voyez se développer très vite ou ce sera pour une partie privilégiée qui peuvent se les offrir ? Je pense que le coût ne sera pas un problème parce que ces objets peuvent se démocratiser très rapidement. Il faut juste faire en sorte qu'ils soient simples d'utilisation. On dit toujours que les personnes âgées n'ont rien contre les nouvelles technologies sous une condition, c'est qu'ils n'y touchent pas en fait. Voilà. Donc si on arrive à mettre en place des solutions, et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on essaye de faire, nous avec la téléprésence mobile, parce qu'en fait la personne âgée n'a rien à faire, c'est vous qui prenez contrôle sur le robot téléprésence et vous baladez dans l'appartement, mais je pense que c'est valable sur tous les services. Donc si vous offrez une montre connectée à une personne très âgée et que, en toute confiance, les datas remontent dans des centres sécurisés et envoient des alertes, et en limite, on appelle après son grand-père parce qu'on sait que sa tension est passée de 12 à 18 et qu'elle n'a rien à faire et pas à vérifier tous les jours, je pense que ça peut vraiment se développer. Merci beaucoup. On va rester 1 seconde pour la photo de groupe. J'ai une dernière question pour vous, El Moustapha Mouadib. Ce soir à 18h, à l'hôtel de ville de Saint-Quentin, il va y avoir une projection numérique. Est-ce que c'est lié au projet que vous nous avez présenté? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, non, c'est pas lié. J'espère que ça le deviendra. En fait, ça consiste à projeter une photo, enfin une image sur la façade pour lui donner un autre aspect, etc. Alors la modélisation, en fait, le modèle numérique pourra servir. Là, il n'a pas servi parce qu'on n'a pas eu le temps d'en tenir compte. Ça sera fait dans l'avenir parce que ça permettra d'avoir une projection plus fine et qui épouse mieux la forme de la façade. Ok, eh ben merci infiniment.